Je vous laisse prendre place avant de commencer notre réunion. Merci à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour accueillir Louis Alliot. Merci aux élus qui sont là, qui nous représentent, avec Frédéric Bocchetti, député. On peut l'applaudir. Claude Musset, conseiller régionaux, ainsi que Amaury qui joue à domicile. Sur un terrain humide, mais on a eu le bonus offensif. C'est une vieille manie avec Louis. Il vient chaque fois qu'il y a un match de rugby et souvent il pleut. Pourtant, à Toulon, c'est assez rare qu'il pleuve. Il pleut à Perpignan, je te rassure. Il pleut à Perpignan, mais la constante, c'est qu'on gagne. Vous voyez, contrairement à ce que quand vous venez chez nous. Contrairement, voilà. On vous laisse celle-ci. Donc, bienvenue à toi, Louis. Ça nous fait un grand plaisir de t'accueillir. Louis vient ici, Louis Alliot, dans le cadre, comme vous le savez, de la campagne pour la présidence du Rassemblement national, car le 5 novembre, vous allez élire, en tout cas les adhérents qui sont un jour de cotisation, non seulement le Conseil national, qui est une sorte de parlement du mouvement, mais aussi son président. Voilà, donc Louis viendra nous exposer sa vision du mouvement, la vision qu'il voudra donner du mouvement. Que dire sur Louis Alliot? Je pense qu'il se présentera mieux que moi, vous le connaissez suffisamment, mais dire que c'est un vieux camarade de plusieurs décennies maintenant, on ne dirait pas comme ça, on fait tout jeune, mais ça fait plus d'une trentaine d'années que Louis est adhérent, on s'est connus il y a déjà 30 ans, que c'est la preuve d'une fidélité, d'une loyauté au mouvement national, d'abord au Front National, et puis depuis 10 ans au Rassemblement national, qu'il a quelque chose à apporter au mouvement, c'est bien évident. Aussi, de prendre exemple sur son travail d'implantation, parce qu'il n'est pas arrivé maire de Perpignan comme ça par hasard. Il s'est présenté à une multitude d'élections, il a été plusieurs fois conseiller régional, député européen, député au Parlement français, et vous le savez, depuis 2020 maintenant, maire de Perpignan. Mais avant d'y arriver, il a tenté. Il s'est présenté à plusieurs reprises, il y a eu des échecs, mais au final, grâce à son travail, à sa persévérance, à son travail d'implantation, et je crois que c'est un thème qui lui tient à cœur et que je partage aussi parce que nous avons un vivier, nous avons des 13 millions d'électeurs lors de la dernière élection présidentielle, et il faut que cela se concrétise maintenant sur le terrain, dans nos campagnes, dans les villes que nous devrons administrer pour pouvoir porter Marine Le Pen à la présidence de la République. Donc c'est cette vision que je pense Louis va partager et je suis très heureux de lui laisser la place. Excusez-moi, bonjour à toutes et bonjour. Ça appartient à qui ça? Ce micro, il est à qui? À vous? Ah bon, d'accord. On a le droit de parler près, loin ou... Près, c'est un peu mieux. Ah bon, d'accord. Bon, voilà, ceci étant posé, merci de me recevoir dans le Var et à Toulon, qui pour nous, j'allais dire, et pour moi qui ne suis pas un ancêtre quand même, hein, parce que quand on écoute Giletti, on dirait qu'on sort déjà du sarcophage et qu'on est prêt à... On sort du sarcophage. Alors peut-être ici, mais en pays catalan, on sait... Quoi qu'ici aussi, il y a du vent quand même. Non, voilà, merci. Ça fait longtemps que je connais évidemment la Fédération du Var et Toulon, qui a été, pour les militants que nous sommes, et dans notre départ dans la vie politique, et tu as eu la chance d'être un conseiller municipal de cette municipalité-là, Toulon, qui a quand même été pour nous un emblème. Et je sais très bien, évidemment, tout ce qui s'est passé. Et si ça n'a pas marché, c'est tout simplement par la déraison des hommes, plus que par la vérité des idées et du programme qui était celui qui était défendu par notre liste. Et tout n'a pas été, évidemment, mauvais dans ce que l'équipe Le Chevalier avait mis en place, loin de là. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, remarquez, ça n'a pas beaucoup changé, tout le monde était contre nous, il faut bien le dire, et que l'affaire Maigret n'avait pas arrangé les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai quelques anecdotes sur la ville de Toulon, parce qu'à cette époque-là, en 98, au moment de l'affaire Maigret, quand j'avais été directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, je vais dire, j'ai sauvé le RCT. Vous allez me dire, mais je ne sais pas pourquoi, Jean-Marie Le Pen s'était mis dans la tête de ne pas attribuer de subvention au rugby à Toulon.
Alors c'est pour vous dire que... Et il avait appelé le chevalier à l'époque en lui disant il faut que tu arrêtes parce que je crois que M. Herrero avait dit des choses pas gentilles sur nous. Et donc, évidemment, en représailles, le père Le Pen avait dit on va couper les subventions à Toulon. Bon, alors, moi j'étais directeur de cabinet, mais je joue au rugby. J'étais allé voir Jean-Marie Le Pen et je lui avais dit écoutez, président, je crois que ça, on ne peut pas le faire. Il y a des choses qu'on peut faire, mais ça, vraiment, si vous coupez la subvention au rugby à Toulon, là, pour le coup, vous êtes sûr qu'il ne sera pas élu la prochaine fois. Hein. Alors, il avait quand même écouté et finalement, il avait rappelé le chevalier en lui disant bon, allez, laisse faire, etc. Mais pour vous dire, c'était une autre conception de la politique et que c'est vrai que Paris s'occupait beaucoup de ce qui se passait localement dans les municipalités, alors que quand on est maire, et je peux en témoigner, on est, j'allais dire, face à l'opinion, face aux citoyens de la ville dans laquelle nous sommes élus, et on a de comptes à rendre que à nos concitoyens sur le programme sur lequel on s'est fait élire, et pas, j'allais dire, à la tutelle qu'on aurait pu avoir du parti politique, c'est toute l'ambiguïté. Mais en tout cas, je peux vous dire que, pour connaître Franck, mais pour en connaître d'autres, vous n'avez pas à rougir, et Toulon n'a pas à rougir de ce qui a pu se faire sous le mandat Le Chevalier. C'était une première expérience, et c'était déjà une réussite. Parce qu'on parle tous des réussites qu'on a pu avoir au municipal en 2014, puis en 2020, mais l'air de rien, on avait gagné Toulon en 95. C'était quand même pas rien. Voilà. Et on avait une belle équipe municipale. J'ai connu beaucoup de militants de valeur et de qualité. C'est pour vous dire que le combat que nous menons, et j'en viens au fond de ce que je suis venu vous dire, on a fêté 50 ans cette semaine du Front National. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont connu le Front National et d'autres qui viennent d'arriver. Mais dans tous les cas de figure, ce qui a été mis comme graine il y a 50 ans, c'est très précisément ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et même si ça a été imparfait, même si on peut reprocher beaucoup de choses au mouvement tout au long de son histoire, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un seul mouvement qui a eu le courage de mettre des thématiques qui sont aujourd'hui en train de nous exploser à la figure et qui concernent l'immigration, l'islamisme radical, le communautarisme, l'Union européenne dans toutes ses dimensions. Tout cela n'est pas nouveau, et ça fait 30 ans, et d'autres ici, ça fait plus longtemps. Ce sont toujours aujourd'hui les conséquences de cette funeste politique qui est en train de s'appliquer à nous et malheureusement de nous détruire petit à petit. Donc il ne faut surtout pas avoir honte du symbole qui a été celui-là, parce que ce symbole-là, il est fort. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que j'en ai été, que nous en avons été, et faut pas laisser dire n'importe quoi. Vous voyez, moi je viens à midi, là j'étais, et ce matin nous étions à Carpentras. Carpentras, pour moi, c'est un symbole du combat qu'on a mené. C'est là que moi j'ai décidé de m'engager à fond en politique, parce que c'est là que j'ai vu la réalité d'un montage d'État, d'un mensonge politique qui consistait à dire que le Front National était un parti antisémite et que, j'allais dire, des abrutis, il faut quand même le dire, sont allés déterrer une personnalité juive dans le cimetière juif de Carpentras, et derrière, tout le système s'est mis en place, et un tintamarre absolument colossal, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, mais qui était absolument incroyable. Et partout, moi j'étais à Toulouse à l'époque à l'université, je peux vous dire que c'était quand même, on se demandait même s'il n'en est pas prôné l'interdiction du Front National, c'était quand même incroyable. Et pourtant, nous savions tous, et notamment dans cette région, qu'il y avait parmi nous des élus qui étaient des Français de confession israélite, qui se battaient depuis toujours aux côtés de Jean-Marie Le Pen, et que cette fausse accusation était destinée tout simplement à empêcher le Front National de pouvoir se développer, de pouvoir nouer des alliances aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions, de pouvoir faire des alliances. Et on nous a, pendant des années, diabolisés au point qu'il était difficile d'être militant du Front National et du Rassemblement national. Mais il y a une chose, j'ai dit tout à l'heure ça aux journalistes qui sont avec nous. Entre militer il y a 30 ans et militer aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même une partie de plaisir. Il ne faut pas se faire d'illusions, à tout point de vue. Et c'est pour ça que je dis aux militants qui, quelquefois, râlent ou viennent d'arriver, etc.,
Mais heureusement que vous n'avez pas vécu il y a 30 ans, parce que si vous considérez que la pression elle est forte aujourd'hui, vous n'auriez pas tenu 10 minutes il y a 30 ans. Et pourtant, nous y étions là. Et nous avons fait front. Et le Front National était aussi un rassemblement. Oui, il y avait des gens qui n'appartenaient pas à l'origine au même combat politique. Je rappelle cette anecdote parce que c'est important. Et pendant ces 50 ans, moi j'ai lu toute la presse, j'ai lu des choses évidemment extravagantes. On ramène toujours la naissance du Front National aux personnalités qui étaient dans la collaboration. Moi je ne vous dis pas autre chose. Oui, il y avait des gens qui n'étaient pas du bon côté de la barrière au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans cela, nous n'avons jamais eu ni un François Mitterrand, ni un René Bousquet, ni un Maurice Papon. Quand même, il faut le dire, et arrêter de reprocher au Front National des personnalités qui, certes, avaient été du côté de la collaboration, mais qui avaient été moins importantes dans la collaboration que n'a pu l'être François Mitterrand, qui a été décoré de la Francisque par un certain nombre de personnes, René Bousquet, qui a été l'homme de la rafle du Veldiv, ou Maurice Papon, dont on connaît les histoires pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il ne faut pas laisser dire ça, parce qu'en face de ça, il y avait aussi les autres, et qui étaient tout aussi légitimes à constituer ce parti politique, et c'était tous les résistants qui allaient avec. Et les résistants, je peux vous dire, j'ai sorti un livre l'année dernière, et j'en ai fait un peu la recension. Des centaines de militants du Front National de l'époque venaient de la résistance, et pas des moindres. Que vous preniez Michel de Camaret, compagnon de la Libération, et il y en avait d'autres d'ailleurs, que vous preniez Georges Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin au Conseil national de la Résistance, que vous preniez le général Valette d'Ozia, qui avait été le patron des maquis du Vercors, que vous preniez même le Arrigui, qui était conseiller d'État, lui aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, nous en avions dans toutes les fédérations de France, des gens courageux. Jean-Baptiste Biaggi, Corse, déporté, ancien député gaulliste du RPF, puis, à cause de l'Algérie, qui avait basculé dans le camp de la droite nationale, etc. Donc vous voyez bien que cette histoire, elle est compliquée, mais que cette histoire, elle est la nôtre, il faut l'assumer, et moi, en tout cas, je l'assume, et il y a eu, un exemple de rassemblement et de se dire, on a été divisés hier, mais maintenant, on va s'unir pour l'avenir. Et ce message-là, mesdames et messieurs, il est particulièrement important dans la période que nous vivons, et c'est pour ça que moi je n'ai aucune honte à l'écrire d'abord, et à le dire, parce que j'ai rencontré des gens formidables. Quand j'ai adhéré la première fois en 89 en Ariège, il y avait 3 catégories de militants. Il y avait les pieds noirs, et les harkis, parce que ça il y en a toujours eu dans tous les départements, et ici vous êtes bien placés pour le savoir. 2, les anciens du RPR, qui avaient été dégoûtés par la victoire de François Mitterrand et la trahison de Chirac, dont je rappelle qu'il avait en sous-main fait appeler pour François Mitterrand contre Valéry Giscard d'Estaing, et c'était déjà les prémices des fédérations du Front National de l'époque, et puis des militaires, parce qu'il y a toujours eu chez les militaires une rectitude dans le comportement, dans la défense des valeurs, et voilà, c'était ça le Front National pendant très longtemps. C'était rien d'extraordinaire, mais enfin c'était rien non plus de diabolique. C'était des Français qui étaient plutôt patriotes et qui s'étaient battus, quelquefois la peau au bout de leurs idées, comme le capitaine Sergent de Perpignan, c'est pour ça que je le cite d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis nous avons toujours défendu l'immigration et nous avons toujours, pointé un certain nombre de problèmes dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient évidemment aujourd'hui l'essence même de ce que nous subissons un peu partout en France. Donc cette naissance-là, il ne faut évidemment pas, la mettre de côté. Ne pas mettre de côté le message du rassemblement. Ne pas mettre de côté, le message finalement d'avoir prévu un certain nombre de problèmes qui se posent à nous et que l'on continue aujourd'hui à voir. Et puis, c'est aussi une affaire de militants. Voilà, ici, moi je connais un peu tout le monde. On est d'abord des militants. Et je tiens à le rappeler parce que, avant d'être élu, mon premier mandat de conseiller régional, j'ai attendu 8 ans pour aller coller des affiches, aller sur les marchés, organiser des sections du FNJ, et c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, etc. Et c'était pas facile, et on l'a fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois un certain nombre de personnes, certains ont beaucoup, ont un bon état d'esprit,
mais certaines, j'allais dire, viennent d'arriver et déjà commencent, si je puis dire, à ramener leur science, alors qu'ils n'ont eu qu'une seule qualité, c'est d'avoir mis la flamme du Rassemblement national, la tête de Marine, pour se faire élire. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, et j'espère que vous en avez conscience. Et ceux-là, moi je les appelle à l'humilité. Voilà, à l'humilité. Parce que moi je sais les générations de gens qui se sont sacrifiés pour ce combat-là. Des gens qui ont tout perdu, leur boulot, qui ont sacrifié leur famille, qui ont eu des histoires incroyables en tant que militant du Front National, et je l'ai vécu. J'aurais dû être, moi, un paisible professeur d'université à Toulouse, et j'ai été emporté par cette vague politique, et j'en suis fier, mais laissez-moi vous dire qu'on ne faisait pas de cadeaux, surtout dans les départements socialistes, où les premières élections, vous faisiez 7-8%, et encore. Au fin fond de l'Ariège, dans le canton de Vic-de-Sceaux, la première fois que je me suis présenté en 92, laissez-moi vous dire que c'était pas de se présenter à Nice, à Marseille, ou je ne sais où, ou ici d'ailleurs, avec des scores qui déjà, à ces époques-là, étaient déjà de très beaux scores, ou à Perpignan d'ailleurs, puisque Sergent déjà faisait des 30%, etc. Donc vous voyez qu'il faut aussi respecter ces engagements-là. Et j'ai gravi tous les échelons, et je dis un peu le parcours, parce que c'est important pour nous. De couleur d'affiche, élu municipal, élu régional, puis député européen, et puis j'ai pas fini mon mandat, puisque j'ai été élu député national, j'ai pas fini mon mandat, puisque j'ai été maire de Perpignan, qui est la ville aujourd'hui de 120 000 habitants, la plus grande ville dirigée par un cadre du Rassemblement national. C'est tout un parcours de vie. Et à côté de ça, eh bien, j'avais faisais aussi des études, docteur en droit, universitaire, et je me suis inscrit au barreau. Bon bref, vous voyez que on peut faire des parcours professionnels aussi et politiques tout en ne reniant pas ce que nous sommes. Et ça, c'est très important chez nous. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a valeur d'exemple pour beaucoup. Et en tout cas, ça doit avoir valeur d'exemple pour beaucoup. Et notamment dans le fait de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. En 2008, quand je me présente aux élections municipales à Perpignan, je fais 12%. On n'a que 2 élus. Il y a une fraude électorale, la fameuse fraude à la chaussette. Souvenez-vous, il y avait un conseiller qui mettait les bulletins, il se les mettait dans les chaussettes. L'élection a été annulée. Derrière, on me met une liste d'hiver droite pour nous diviser, on fait 9%. Plus d'élus. Et oui. Aux européennes derrière, pas d'élus dans notre région. Enfin, je veux dire, on en a connu. En 2007, la ruine. Et oui, non mais voilà, il faut aussi avoir connu tout cela. En 2002, l'étincelle avec Jean-Marie Le Pen au 2e tour, mais qu'est-ce qu'on a ramassé quand même? Il faut quand même aussi le dire. Tout le monde dans la rue, comme si, ça y est, le diable était sorti de sa boîte. Bref, vous voyez bien que ce parcours-là, il faut aussi que je le raconte, que je le fasse connaître et que les militants s'en imprègnent. C'est pas, pop, on arrive, on met l'étiquette, on est là et on va sur les marchés. Non. Parce que le deuxième message que je suis venu vous donner, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on a gagné. Laissez-moi vous le dire. Et on est même loin d'avoir gagné. Nous sommes, avec les 89 députés que nous avons eus à cette élection législative, j'allais dire, c'est un coin de ciel bleu dans l'ensemble de tout ce qui nous menace. Et c'est une chance formidable. Et on est très heureux, évidemment, de les avoir, parce qu'à mon avis, tout part de là maintenant. Et dans les années qui viennent, soit on va être capable de relever ce défi, soit je pense que ça en sera, je le dis franchement, ça en sera terminé. Voilà. Et donc ce défi, il faut le relever. Et cette élection présidentielle, 43%, 13,5 millions de voix, 89 députés, c'est important, mais ce n'est pas assez. Tant que nous n'aurons pas la moitié au moins, la moitié de l'Assemblée nationale, que nous n'aurons pas des points d'appui dans toutes les communes de France, dans tous les départements de France, dans toutes les régions de France, et que nous ne pèserons pas localement, nous n'y arriverons pas. Et tout l'enjeu du futur président du Rassemblement national, il est là, et pas ailleurs. Je veux dire, médiatiquement, peut-être je vais vous choquer, on a gagné la partie médiatiquement. Tout le monde est sur nos thèmes. Il n'y a pas un jour où vous n'allumez pas la télévision, on ne parle pas d'immigration, d'insécurité. Ce que nous disions depuis 30 ans. Mais vous vous rendez compte, le progrès qui a été fait quand même. Et nous avons des brillants défenseurs de ce programme-là. En l'occurrence, évidemment Jordan, mais Chenu et d'autres qui se battent. Et des femmes aussi. Vous en avez quelques ici dans le département. Mais je trouve ça, moi, formidable. Vous avez aujourd'hui sur les plateaux télé une
vingtaine de cadres du Rassemblement national, pratiquement, je t'ai même vu, toi, à CNews, il n'y a pas longtemps, sur... Non, mais c'est vrai. C'était la première fois, je crois, non ? Voilà. Donc, vous voyez que, petit à petit, les choses... Petit à petit, les choses, elles avancent. Les choses, elles avancent. Et donc, mais l'avoir toujours en tête, on n'a pas gagné. Voilà, on n'a pas gagné. Et malheureusement, moi, je suis un pessimiste joyeux. Mais je me dis que tout reste à faire et qu'il ne faut pas croire que parce que ça y est, on est député, on arrive, on pose la chaise longue sur la plage et on attend que ça arrive en 2027 et que Marine elle va se faire élire toute seule. Ça n'arrive pas. On se fera élire que si derrière le travail est fait. Et là, c'est le plus important qui nous arrive. C'est là, j'allais dire, la troisième étage de la fusée. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Alors là, j'ai quand même des mises au point à faire, ou en tout cas, un certain nombre de choses à vous dire. Parce que cette élection interne, moi, je l'ai vécue un peu, je la vis toujours, avec un grand point d'interrogation. Quand je me suis présenté, un certain nombre d'amis m'ont dit « Mais enfin, Louis, pourquoi tu te présentes ?» Et alors, j'avais la réponse assez facile. Je leur dis, mais pourquoi je ne me présenterai pas ? Je veux dire, ça fait 30 ans que j'y suis. J'ai gravi tous les échelons. J'étais là par gros temps. J'étais là dans toutes les périodes. J'ai toujours été, j'allais dire, j'ai toujours fait partie de la direction du Rassemblement national. C'est nous. Et avec Marine, mais derrière Marine, qui avons tourner une page, il faut quand même le dire, avec la réorientation, ce que l'on appelait la dédiabolisation, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur ça. Bref, on l'a fait, et je suis là de l'origine. Pourquoi je ne serai pas candidat à cette élection ? C'est quand même extraordinaire. Et si vous voulez une élection, il faut bien qu'il y ait des candidats. Sinon, il ne faut pas faire d'élection. Et donc, comment vous voulez ? Ou alors, on ne fait pas d'élection, on nomme quelqu'un, on l'acclame et on n'en parle plus. Mais là, c'est plus tout à fait un parti démocratique. Et donc, si on veut un parti démocratique, il faut bien qu'il y ait une élection. Et si on veut une élection, il faut qu'il y ait des candidats et que ces candidats puissent s'exprimer. Moi, je ne fais pas la guerre à personne. Je ne suis pas là pour faire la guerre. Je connais largement le mouvement et je suis plutôt, j'allais presque vous dire, dans un couloir. On est à Toulon de nage, ou en tout cas dans un couloir, plutôt que face à face. Et je suis plus là pour tenter un rassemblement, ou en tout cas parler de rassemblement, d'unité du mouvement et de préparer la suite, plutôt que de passer mon temps à regarder mon nombril ou le nombril du voisin en essayant de démonter ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, parce que ça ne m'intéresse pas, ça je sais où ça mène. Ceux qui nous ont amenés à la division en 98 portent quand même une énorme responsabilité là-dedans, je parle des chefs et pas de la base. Ils nous ont fait perdre 10 ans. 10 ans. En politique, c'est beaucoup 10 ans. Hein. Si on n'avait pas eu ça, aux européennes de 99, on était donné dans les sondages entre 17 et 19%. Et derrière, on peut imaginer la dynamique qui nous aurait porté en 2002, parce que les événements aidant, de la même manière, mais peut-être avec d'autres chances à l'arrivée. Donc moi, je connais les affres de la division, et il faut l'écarter, évidemment, a priori. Donc je n'ai aucune raison de ne pas me porter candidat. Et je tiens à vous le dire en face, et il y a des caméras, et je le dis, et je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait, et fier d'être candidat dans cette élection, parce qu'en plus, on a une chance incroyable, c'est d'avoir Marine au Palais Bourbon, et qui est le chef de l'opposition à M. Macron, parce que c'est là que va se passer le débat. Le futur président du Rassemblement national, lui, il aura un travail de mécanicien, de celui qui sera à la salle des machines pour voir si tout fonctionne bien et pour relancer, pour graisser les rouages, pour faire que. Et faire que, c'est quoi ? C'est recruter. Je vous l'ai dit, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux. Regardez dans votre département, regardez dans mon département, regardez où vous voulez. Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous n'avons pas assez de cadres. Il faut former des gens. D'où l'importance de la formation. Formation technique. Là aussi, moi je vois toujours des militants, des braves gens qui viennent me dire « Ah ouais, je veux être candidat là, je veux être candidat là ». Mais si vous voulez être candidat au municipal, encore faut-il savoir comment fonctionne une municipalité. Si vous voulez être candidat au départemental, encore faut-il savoir quelles sont les compétences du département. Si vous êtes au régional de la même manière. Quand vous êtes député, moi je le sais, je l'ai été, c'est pas facile, hein. Quand vous tapez le règlement intérieur de l'Assemblée, c'est pour vous dire que vous mettez, c'est pas en quelques jours que vous savez faire marcher le règlement intérieur de l'Assemblée. J'ai une chance, c'est aussi mon métier, je connais parfaitement les institutions de la Ve République, etc. Mais je sais que c'est
très difficile pour nos députés. Il va falloir qu'ils se mettent à la page. Beaucoup connaissent ça, d'autres pas. Là aussi, il y a une mise à niveau nécessaire, il y a une prise de contact avec la fonction qui n'est pas du tout évidente. Et donc ce travail, eh bien, il est fait. Et je peux vous dire, pour le voir un peu de l'extérieur, mais aussi un peu de l'intérieur, qu'aujourd'hui, il est bien fait et que vous êtes, j'allais dire, dignement représenté à l'Assemblée nationale et d'une manière vraiment très efficace. Et ça va durer, parce que les gens vont se bonifier, les gens vont apprendre dans les différentes commissions à 89. C'est sûr que quand je suis rentré, moi, député des Pyrénées-Orientales en 2017, on était 7. Groupe de non-inscrits, aucun moyen, tout le monde à dos. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas la même entrée en matière. Hein. Et moi, quand j'ai eu beaucoup d'émotions, quand j'ai vu Marine accueillir tous nos députés un par un à l'entrée du Palais Bourbon, pour les anciens que nous sommes, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Les anciens, on n'est pas des ancêtres non plus, mais enfin les anciens militants que nous sommes, ça fait quelque chose. Parce que on se souvient qu'en 86, nous en avions 36, et c'est déjà une prouesse. Mais là, on en a eu 89 au majoritaire à 2 tours. C'est ça, la prouesse. Et nous sommes le premier groupe d'opposition, et c'est déterminant pour la suite, surtout qu'avec M. Macron, on ne sait pas comment ça va se terminer, et à tout moment, on n'est pas à l'abri d'une dissolution de l'Assemblée nationale. On n'est pas à l'abri de ça. Que ce soit à la suite d'une motion de censure ou d'une dissolution sèche, parce que, je ne sais pas, on verra les contestations qu'il aura dans la rue, mais à tout cela, il faut se préparer à tout cela. Et je sais que nos députés y sont prêts, mais il faut préparer tous les autres. Parce que si demain on a une élection générale, il n'en demeure pas moins qu'il faut gagner nos 89 députés que nous avons déjà, nos 89 circonscriptions, plus près de 200 autres. Et ça ne va pas être une mince affaire. Et c'est à ça qu'il faut penser en permanence. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas vivre sur un nuage, mais il faut vivre les pieds dans la glaise en regardant en face les réalités qui sont celles de la vie politique aujourd'hui. Voilà moi ce que je suis aussi venu vous dire avec... Et je terminerai parce que c'est important. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, mais ça ne fait rien, je vous le dis. On doit la victoire, cette victoire des députés, mais surtout la présence au 2e tour de l'élection présidentielle à une seule personne. Et je peux le dire parce que j'en témoigne. Je faisais partie de la campagne et j'ai arpenté, moi aussi, les réunions et les plateaux, etc. Heureusement que Marine Le Pen était candidate à cette élection présidentielle. Je vous le dis comme je le pense. Et heureusement qu'on a tenu bon, dès le mois de septembre de l'année dernière, sur des sujets essentiels, de notre vie économique et sociale. Et ça, moi, je peux en témoigner en tant que maire d'une grande ville, parce que j'entendais mes concitoyens. Monsieur le maire, comment on va faire pour finir la fin du mois? Monsieur le maire, pour payer le loyer? Monsieur le maire, le prix de l'essence? Monsieur le maire, le prix... Tout cela, je voyais bien que c'était la préoccupation principale de la majorité des Français. Alors l'immigration, oui, évidemment, mais on ne va pas passer notre vie à en parler alors que nous savons très bien, le problème, ce qu'il faut faire, et que ça a toujours été dans notre programme, et que nous n'avons jamais renié ce pan du programme. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup, moi, Éric Zemmour. D'abord parce que je le connais, et qu'il a failli menacer par sa présence le fait que nous soyons au 2e tour, à tout risque, et au risque de mettre M. Mélenchon, en racontant tout un tas de choses, je regrette. Moi, j'ai lu ce bouquin, je l'ai fait venir à Perpignan, je crois que c'était septembre 2019, mais très honnêtement, j'ai rien appris de ce qui est écrit dans ces bouquins en tant que militant du Front National et du Rassemblement National. Et je lui rappellerai, et je lui dirai en face s'il le fallait, que quand il était confortablement installé au Figaro, en train de défendre le RPR et l'UDF, nous étions, nous, en train de coller des affiches où il y avait marqué une citation d'un imam libanais chiite « Inch'Allah, dans 20 ans, la France sera une république islamique ». C'est donc le constat, ça faisait longtemps qu'il avait été fait et qu'on ne l'a pas attendu pour défendre ce point du programme. Voilà. Et moi, je veux bien recevoir des leçons, mais que ces leçons soient données par des gens qui sont eux-mêmes exemplaires dans tout ce qu'ils ont fait et qui ne nous prennent pas pour des imbéciles.
Et quand j'ai vu que son premier adversaire, c'était Marine Le Pen, je me suis dit, toi mon coco, c'est qu'il y a un problème derrière. C'est pas normal. Parce qu'il était un compagnon de route, il est quelqu'un qu'on a toujours soutenu sur tous les plateaux, chaque fois qu'il y a une polémique, on était avec lui. Et la première chose qu'il fait quand il se présente, c'est de pointer un seul adversaire, en l'occurrence Marine. C'était pas normal, voilà. Et donc cette exemplarité, vous connaissez, il n'y a de valeur que d'exemple. Eh bien moi je vais prendre mes exemples ailleurs, mais je ne me laisse pas donner des leçons par des gens qui finalement ont menacé ce que nous sommes et ce que nous avons toujours défendu. Alors l'union des droites, pour en revenir, j'en parlais tout à l'heure aux journalistes qui sont présents, l'union des droites, avec quelle droite nous allons nous unir? Moi j'aimerais ouvrir le débat. Est-ce que vous me voyez à la tribune là avec Xavier Bertrand? Ou avec Madame Pécresse? Bon, voilà. Donc la situation italienne n'est pas du tout la même chose que chez nous. D'abord parce qu'eux, ils ont Berlusconi. Ça fait longtemps que nous, on n'a pas Berlusconi, on n'a jamais eu Berlusconi, et manifestement, vu ce qu'il y a à droite, on ne l'aura pas. Parce que Mme Meloni, qui demain sera très certainement la présidente, le Premier ministre, en Italie, je vous signale qu'elle a déjà été ministre de Berlusconi en 2008, et que cette alliance-là, elle a déjà existé. Sauf qu'on oublie tout. Et donc ces alliances-là, c'est bien. De se faire élire sur la même étiquette pour se faire élire, on en est tous capables. Maintenant, se faire élire pour, défendre la même chose au plus haut sommet, c'est une autre paire de manches. Et on le voit bien, les difficultés que Mme Meloni elle a sur la politique internationale, entre ce que pense M. Salvini et ce qu'elle pense elle-même. On voit bien les difficultés qu'il y a. Et nous sommes, confrontés non pas aux mêmes difficultés, mais à une partie de la droite qui ne veut pas s'allier avec nous et même qui nous combat. Je rappellerai quand même que j'ai gagné Perpignan contre la droite. Et la droite, entre guillemets, radicale. C'était un pied noir de Mostaganem qui sortait du parti républicain et, qui avait un discours très à droite, mais dont toute la politique ressemblait furieusement à ce que faisait la gauche, quand même. Et à la fin, les électeurs ont tranché. Ils ont préféré une liste d'union de gens qui voulaient défendre leur ville, plutôt, évidemment, à droite, plutôt qu'une mairie existante avec l'étiquette LR de droite, qui a toujours renié le programme sur lequel elle a été élue. Il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, j'en veux à personne. Dans mon équipe, il y a des gens beaucoup de RPR de l'époque, beaucoup d'UDF. Ces gens-là, ce sont des patriotes, ils sont comme nous. On a les mêmes idées. Simplement, les vicissitudes de la vie politique les a amenés sur d'autres chemins. Mais c'est maintenant, il faut qu'on se rassemble maintenant. Mais en dehors de ces étiquettes politiques, parce que sinon, nous n'arriverons à rien. Et ça, c'est le message de conclusion. Oui, à l'union de celles et ceux qui veulent mettre dehors les socialistes et la Macronie. Et dans ces projets-là, on trouvera des gens évidemment de droite, mais on en trouvera aussi beaucoup de gauche, à l'exemple des basculements qui se font aujourd'hui dans l'opinion. Vous imaginez, nous on a fait 4 députés sur 4, dans un département qui est tenu par la gauche quand même, dans une région qui est tenue par Mme Delga, qui est un modèle de valeurs démocratiques. Ici, vous avez fait 4 sur 5 ou 5 sur 6 7 sur 8. 7 sur 8. 7 sur 8. C'est quand même magnifique. Mais un département comme l'Aude, qui est un département historiquement de gauche, a fait basculer 3 députés sur 3. Je ne sais pas si on se rend compte des basculements qui se font aujourd'hui. Et donc, il faut parler à tout le monde. Il faut parler aux électeurs de droite, évidemment. Mais il ne faut pas pour autant abandonner des gens des classes populaires, dans la ruralité, sont tout à fait des gens qui ont des valeurs, qui sont conscients de là où ils viennent, qui sont conscients des difficultés qui ont été celles de leur famille à bâtir notre pays, et qui se retrouvent aujourd'hui, qui ont été abandonnés par la gauche. Et donc c'est à nous aujourd'hui de les recueillir pour bâtir ce grand rassemblement que nous représentons. Mais encore une fois, malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux, et le grand challenge des années qui viennent, que ce soit avec comme président Jordan ou que ce soit avec moi, c'est précisément d'installer durablement sur l'ensemble du territoire une génération de défenseurs de la patrie
dans le plus petit village de France comme dans la plus grande ville, pour pouvoir peser et pour pouvoir inverser la politique qui est menée par nos gouvernants depuis 40 ans. Si nous n'y arrivons pas, eh bien ça en sera terminé de la France que nous avons connue. Voilà quel était mon message ce soir. S'il y en a, je bois de l'eau. Si vous avez quelques questions, Louis Alliot est prêt à y répondre. N'hésitez pas, c'est la première qui est toujours la plus difficile. On est entre nous, n'hésitez pas. On va juger. Sinon, peut-être qu'avant de passer à l'apéro, On chante la Marseillaise. on chante la Marseillaise. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et merci encore de m'avoir suivi.